Bonjour. Alors, le deuxième TP qu'on va voir concerne le module 15, c'est le M15, à savoir la biochimie structurale. Alors, le nombre de TP est de 2. Monsieur, c'est une répétition. Alors, j'ai dit, on passe maintenant au TP qui concerne le module M15, c'est-à-dire le module de biochimie structurale. Et dans ce module, vous avez deux TP. Le premier TP, c'est l'étude de la bêta-caséine, ou bien de la tyrosine, pardon, dosage de la tyrosine, étude de la tyrosine, dosage de la tyrosine. Le deuxième TP, c'est l'étude de l'amidon, d'un polysaccharide, à savoir l'amidon. Alors le but des deux TP est presque le même. Ce qui change, c'est seulement le matériel biologique. Dans le premier TP, on travaille sur une protéine qui est la bêta-caséine. La bêta-caséine, c'est une protéine du lait et qui est formée, ou bien qui est constituée de 209 acides aminés. Et parmi les acides aminés, il y a un certain nombre de tyrosines, de molécules de tyrosine. Dans cette étude, c'est un dosage quantitatif. Comme tout à l'heure, Mme Boussaïd a expliqué, c'est-à-dire qu'il faut construire une gamme d'étalonnage, tracer une courbe d'étalonnage et déterminer la concentration de tyrosine dans la bêta-caséine. Et à partir de ces valeurs, on peut déduire le nombre de tyrosine dans la bêta-caséine. Le deuxième TP, c'est-à-dire l'étude de polysaccharide de l'amidon, c'est presque la même chose, les mêmes étapes, c'est-à-dire le même TP, c'est-à-dire le but est le même, l'intérêt est le même, à savoir le dosage quantitatif du glucose. Toujours par la même technique, la colorimétrie. Alors ici, la seule différence entre les deux TP, c'est que dans la tyrosine, dans ce TP, la caséine, il faut l'hydrolyser, il faut la couper pour pouvoir faire une analyse quantitative des acides aminés. Dans ce TP, on vous donne déjà la bêta-caséine qui est hydrolysée. C'est un travail qu'on a déjà fait dans le laboratoire. Par contre, en ce qui concerne le deuxième TP, l'étude de l'amidon, c'est vous que vous devez faire l'hydrolyse de l'amidon. Et après, vous allez obtenir un hydrolysat. Et à partir de cet hydrolysat, vous allez déterminer la concentration de glucose contenue dans votre échantillon d'amidon. Alors voilà en ce qui concerne les deux TP de M15. Maintenant, on va se focaliser sur l'étude de l'amidon. Alors, vous avez un échantillon de l'amidon. Vous savez bien que l'amidon, il est formé de deux polymères. Amylose et amylopectine. Amylose 1 tiers, amylopectine 2 tiers. Amylose chaîne linéaire, un polysaccharide linéaire. L'amylopectine, c'est un polysaccharide ramifié. D'accord?
liaisons sont de type alpha. Alors si on trace par exemple le schéma que je donne toujours, vous avez la chaîne linéaire, et sur la chaîne linéaire, vous avez des ramifications. Les liaisons sur la chaîne linéaire sont alpha 1, 4. Et sur la ramification, vous avez des liaisons alpha 1, 6. Alors le premier but du TP, c'est de préparer le matériel sur lequel on va faire le dosage. C'est-à-dire qu'il faut réaliser une hydrolyse, il faut faire une hydrolyse. Et quand on dit hydrolyse, il faut couper les liaisons oxydiques. Dans le cours, on a vu que l'hydrolyse en biologie, bien dans tous les domaines, en biologie, pas seulement en biologie, on peut avoir deux types d'hydrolyse, une hydrolyse chimique et une hydrolyse biologique par les enzymes. C'est ce qu'on appelle hydrolyse enzymatique. Et le résultat, il est le même. Dans le cours, on a vu l'action des acides. Les acides faibles, 6 fois normal, à concentration faible, permettent une récupération quantitative. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dénaturation. Ce qui se passe, c'est tout simplement une coupure des liaisons oxydiques. Et on se retrouve avec un hydrolysat qui contient que des monomères. C'est-à-dire qu'on passe des polymères à des monomères. Ça, c'est la première étape du TP. Alors pour cela, on va faire une analyse qualitative, c'est-à-dire on va suivre la cinétique d'hydrolyse. Notre échantillon d'amidon sur lequel on va ajouter de l'acide sulfurique, 6 fois normal, plus la chaleur, 100 degrés Celsius. Toujours l'action se passe, l'hydrolyse se fait sous l'effet de la chaleur. Et tous les 10 minutes, on va faire un prélèvement. Et sur ces prélèvements, on va faire des dosages qualitatifs qui nous permettent de suivre la dégradation de l'amidon. Alors vous avez votre échantillon, amidon plus H2SO4 plus 100 degrés Celsius, et on va prendre une série de tubes, le temps 0, le temps 10, le temps 20 minutes bien sûr, et le temps 30 minutes. Premier tube, deuxième tube, troisième tube, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure, les doctorants vont vous présenter. Alors pour suivre cette cinétique d'hydrolyse, on va la suivre avec des tests biochimiques, des tests spécifiques. Alors dans la biochimie, on peut faire des dosages qualitatifs très très rapides, dans des échantillons inconnus. Par exemple, si vous voulez avoir dans un échantillon X, si vous avez des protéines, entre une goutte de nitrate d'argent, si vous avez une couleur noire, à ce moment-là, le test il est positif. Vous avez des protéines. La même chose pour l'amidon. L'amidon, il peut être mis en évidence ou bien caractérisé par une simple molécule, qui est l'iode. Alors, je reviens sur les tests spécifiques, c'est-à-dire bien les tests biochimiques rapides, qui nous permettent de faire des dosages qualitatifs pour mettre en évidence la nature des biomolécules. Alors, comment j'ai dit que l'iode réagit avec l'amidon, l'iode qui a une couleur rouge, quand il réagit avec de l'amidon, on obtient une couleur violette. Alors, comment le mécanisme? On a vu dans le cours que l'amidon et l'aminopectine sont sous forme d'hélice, comme l'ADN. Alors, cette hélice, l'atome de l'iode s'incorpore à l'intérieur de l'hélice. Cette condensation absorbe la lumière. Et c'est ce qui donne la couleur violette. Quand on fait l'hydrolyse, on coupe les liaisons oxydiques.
fonction du temps. Et à un moment donné, on se retrouve avec des monomères. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On passe des polymères à des monomères. Par conséquent, l'iode ne peut pas réagir avec l'amidon. On n'a plus d'amidon. La réaction ne peut pas avoir lieu. Autrement dit, au temps zéro, vous avez une réaction positive avec l'iode, avec I2, et au temps 30 minutes, vous avez une réaction négative avec I2. Et entre les deux, vous avez les étapes intermédiaires. Alors ça, c'est la première étape pour suivre la cinétique de dégradation de l'amidon. Un deuxième test spécifique qui nous permet de savoir si notre hydrolyse elle était bien faite, est-ce qu'elle est complète ou pas, c'est avec la liqueur de Fehling. Alors la liqueur de Fehling, dans le cours, on a vu qu'il y a la liqueur de Fehling A et la liqueur de Fehling B. Et ce qui nous intéresse dans la liqueur de Fehling est une molécule, c'est-à-dire un métal, qui est l'oxyde cuivrique. Cet oxyde cuivrique, il est bleu. En présence d'un sucre, plus un sucre, et vous avez la température, 100 degrés, vous avez une réduction de la liqueur de Fehling. Ça veut dire que la liqueur de Fehling, ou bien l'oxyde cuivrique, il perd une molécule, un atome d'oxygène. Et on obtient l'oxyde cuivreux. Et cet oxyde cuivreux précipite, il donne une couleur rouge. Brique. C'est le deuxième test qu'on va faire avec l'amidon au temps 0 et au temps 30. Avant hydrolyse et après hydrolyse. C'est quoi l'intérêt de ce test? C'est de savoir si vous êtes passé d'un polymère non réducteur à un hydrolysat qui est réducteur. Qu'est-ce qu'un sucre réducteur? Un sucre réducteur, tout simplement, comme on a vu dans le cours, si vous prenez le glucose, un sucre réducteur, c'est celui dont le OH, en numérique, OH semi-acétalique, OH semi-aldéhydique, les appellations sont tous correctes, est libre. Quand votre sucre a un OH libre, il peut réduire la liqueur de Fehling. Le sucre, vous avez une fonction H qui réagit avec la liqueur de Fehling et on obtient un acide. Tout ça se trouve dans le cours. Un sucre réducteur, il est oxydé et il réduit la liqueur de Fehling. Alors ça, c'est le deuxième test spécifique qu'on va voir pour savoir si on a une hydrolyse ou pas hydrolyse. La deuxième partie du TP, il va être réalisé sur l'hydrolysat. C'est-à-dire après 30 minutes, on obtient un hydrolysat. Cet hydrolysat, de quoi il est constitué? Tout simplement du glucose. Et qu'est-ce qu'on va faire sur l'hydrolysat? Un dosage quantitatif. Dosage qualitatif pour la cinétique, dosage quantitatif pour déterminer la concentration de glucose qui constitue l'échantillon de l'amidon.
sur lequel vous avez travaillé. La technique pour déterminer la concentration du glucose, c'est la même que celle que Mme Boussa vient de nous expliquer tout à l'heure dans le TP, c'est-à-dire dosage colorimétrique. Le dosage colorimétrique. Le dosage colorimétrique, c'est un mot composé. Colorimétrique, ça veut dire mesure de la couleur. C'est ce que ça veut dire le dosage colorimétrique. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails que Mme Boustay a expliqué sur le plan atomistique, sur le plan chimie minérale, les absorptions, c'est-à-dire l'énergie d'excitation des molécules, comment les molécules passent d'un état à un état d'excitation, mais je vais procéder, je vais l'expliquer d'une façon physique. Alors, le dosage colorimétrique, c'est-à-dire une mesure de la couleur. Toutes les couleurs, on sait bien qu'ils absorbent leur complément. Et on a vu ça dans le cours, quand on a parlé de la lumière polarisée. Comment on obtient la lumière polarisée? Avec un polariseur. On élimine toutes les radiations et on laisse passer une seule longueur d'onde, monochromatique, qui se propage dans un seul plan. Le principe de la colorimétrie, il est basé sur la décomposition de la lumière blanche. La lumière blanche, vous avez l'UV, l'infrarouge, c'est ce qu'on appelle le spectre lumineux. Et vous avez l'UV. Et entre les deux, vous avez le visible. Quand on fait le dosage colorimétrique, on travaille dans la zone du visible. C'est-à-dire la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur verte, la couleur mauve, la couleur ainsi de suite. Et on sait bien que dans la physique, que n'importe quelle couleur absorbe son complément. Et ça, c'est une observation que les biologistes et les physiciens, ils ont fait remarque, et ils ont dit pourquoi ne pas, c'est-à-dire développer un modèle mathématique pour déterminer la concentration. Et Berlambert, bien entendu, en coopération avec les biologistes, ils ont déterminé la formule qui dit DO est égal à epsilon LC. Alors ce modèle mathématique, c'est une équation proportionnelle, c'est un modèle de proportionnalité. Epsilon, coefficient d'extinction constant, L, 1 cm constant, vous avez une constante, la seule variable c'est la concentration. Alors tout le dosage colorimétrique il est basé sur cette formule. Bien entendu, la deuxième réaction qui est à côté, ça veut dire que vous avez votre substrat plus un réactif égal donne un produit coloré. Cette couleur peut être mesurée. Je viens de dire que n'importe quelle couleur absorbe son complément. Ça, c'est très connu dans la physique. Alors, si vous avez remarqué, quand il fait très chaud, il est déconseillé de porter des t-shirts noirs parce qu'ils absorbent toutes les longueurs d'onde et vous allez sentir que votre peau brûle. Par contre, si vous portez un t-shirt blanc, il y a une réflexion, aucune absorption, aucune longueur d'onde n'est absorbée. Alors le principe, il est basé. Mme Boustay a expliqué ça sur le plan, c'est-à-dire chimie minérale, atomistique, les couches d'excitation, le niveau d'excitation et l'énergie nécessaire pour améliorer, c'est-à-dire grâce à la conjugaison des doubles liaisons. Une deuxième explication physique, c'est l'absorption de la lumière complémentaire. Alors quand on travaille avec 630, ça veut dire que c'est le complément de la lumière qu'on a obtenu dans l'expérience. Quand vous prenez votre échantillon dans la cuve, vous faites passer votre faisceau lumineux, bien votre longueur d'onde, 630, une partie de cette lumière, de cette intensité, elle est absorbée par l'échantillon, par la couleur. Et une partie sort. Et nous, on fait la différence, on calcule la différence. C'est ce qu'on appelle l'absorbance, la densité optique. Alors, d'une façon très simple, quand on dit que dosage colorimétrique, la première des choses,
c'est tracer une courbe d'étalonnage. Concentration en fonction de la densité optique. Un modèle, c'est-à-dire une équation proportionnelle, il passe obligatoirement par l'origine. Alors, dosage colorimétrique, ça veut dire qu'il faut préparer, il faut tracer une courbe d'étalonnage. Pour tracer une courbe d'étalonnage, c'est ce que Mme Boustey a expliqué tout à l'heure, il faut préparer une gamme d'étalonnage. Pour préparer une gamme d'étalonnage, il faut préparer une solution mère. Solution mère, la définition, on revient toujours sur la définition de la solution mère. C'est une solution qui est pure, connue et précise. Le mot gamme d'étalonnage ou bien courbe d'étalonnage, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire une courbe standard, ça veut dire quelque chose de hautement précis, de très précis. Si vous faites une erreur sur la gamme d'étalonnage, toutes vos mesures, les déterminations qui vont venir après seront fausses. Alors c'est pour cela, l'étape la plus délicate, c'est de préparer une bonne solution mère à partir d'un produit qui est très pur. Sinon, le résultat vont avoir une erreur ou bien une incertitude très 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 importante. Alors, très simple, le principe vous a déjà été expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. Solution mère, vous allez revoir, c'est-à-dire avec les doctorantes, comment on prépare la solution mère, comment on va faire pour déterminer les choses. Alors, quand une fois vous avez tracé votre courbe d'étalonnage, vous avez les inconnus X1, X2, c'est-à-dire l'hydrolysat. Et par extrapolation, on détermine la concentration X1, X2, on fait la moyenne et on détermine la concentration dans notre. Alors voilà en ce qui concerne un petit peu le speech ou bien un petit peu les explications de ce que vous allez voir, de ce que on va vous montrer. Alors maintenant, on va se voir comment la solution de l'amidon à 2%, alors 10 ml d'amidon à 10%, ou bien à 2%, pardon, et on ajoute de l'acide sulfurique. Alors là, vous avez votre, comme tout à l'heure, à chaque. On agite avec le vortex et on va faire 2 prélèvements.
1 pour l'iode, c'est-à-dire du temps zéro. 1 pour l'iode et 1 pour la liqueur de fini. لا لا 0,5 ml. 0,5 ml. Deux tubes à essai propre. Alors, on a fait les prélèvements du temps zéro. Maintenant, on va mettre de le bain-marie à 100 degrés Celsius pour voir la cinétique de dégradation. Donc on va prélever rapidement, donc à peu près 0,5, c'est qualitatif, ml de l'hydrolysat. Là, il est en train de s'hydrolyser, donc de l'hydrolysat d'amidon. Et on va rajouter après l'iode pour suivre la réaction. Là, insiste sur la couleur de l'iode. Alors, regardez la couleur de l'iode, spécifique de l'iode. Tu vois, il est un petit peu jaune, foncé. Alors, une fois avec l'amidon, on obtient une couleur qui est violette. C'est la couleur spécifique de l'amidon avec l'iode. Alors ici, on va faire le test de 20 minutes, voir où est-ce qu'on est avec l'hydrolyse.
Alors on est en train d'analyser le temps de 20 minutes. Alors on a encore un petit peu. Alors, on n'a pas encore un changement clair. Ici, vous avez remarqué, il est trop violet parce qu'on a mis beaucoup de diode. Normalement, une seule goutte de diode est largement suffisante. Le tube de milieu, c'est-à-dire de 10 minutes, on a mis 3 gouttes de diode, c'est pour cela qu'il est très concentré. Enfin, la couleur elle est intense. Alors, ce qu'il faut voir, c'est comparer le tube numéro 1, c'est le temps 0, et le temps 20 minutes. On distingue déjà qu'il y a une diminution de l'intensité de la couleur. Alors, c'est le temps 30 minutes, va nous dire un petit peu où est-ce qu'on est. Alors, on va attendre encore 10 minutes. 30 minutes, pardon. Voir où est-ce qu'on est. Alors, on prend un petit volume de l'hydrolysa dans un tube propre. Alors, comme tout à l'heure, on ajoute une goutte d'iode. Alors voilà ce qu'on obtient après 20 minutes, après 30 minutes. Bon, je passe de l'autre côté. Alors si on prend les 4 tubes de la cinétique, alors vous voyez bien le tube qui est à droite, ou bien qui est à gauche, pardon, c'est le temps 0. Le deuxième tube, c'est le temps 10 minutes, 20 minutes, et ce qui est en jaune, c'est le 30 minutes. Ça veut dire, après 30 minutes, on a obtenu une hydrolyse complète de l'amidon. Toutes les liaisons osidiques, ils ont été hydrolysées, coupées, et on a passé d'un polymère à un monomère. On a passé d'un sucre non réducteur à un sucre réducteur. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir, faire le test avec la liqueur de Feeling, voir si notre hydrolysa il va réduire la liqueur de Feeling ou pas. Alors, tout à l'heure, on a pris le temps 0, où est-ce qu'il est? Le temps 0 de la liqueur de Feeling.
Alors, vous avez le temps 0 minute et vous avez le temps 30 minutes. On va ajouter 1 millilitre de chaque liqueur de feeling. La liqueur de feeling, parfois il y a des réactions directement quand les tubes ne sont pas propres, donc il faut prendre 1 millilitre de réactif A, la liqueur de feeling A, et 1 millilitre de la liqueur de feeling B, mélanger, chauffer un petit peu. Si on a une décoloration, déjà ça veut dire qu'il y a les procédés ne sont pas propres. Et on va par la suite rajouter à ce moment-là quelques gouttes de l'amidon dans un tube et quelques gouttes de l'hydrolysat d'amidon. Et vous verrez la différence. La liqueur de feeling qui est oxydée, c'est-à-dire l'oxyde cuivrique, couleur bleue, qu'on va mettre à 100 degrés Celsius. Normalement, l'amidon ne doit pas changer de couleur, le temps zéro, et l'hydrolysat doit changer de couleur. Est-ce que vous pouvez agiter, s'il vous plaît? Alors on laisse quelques minutes. Que celle que vous avez vue tout à l'heure avec le dosage de l'alanine. Une solution mère du glucose, une dilution pour construire la gamme d'étalonnage. On prend 2 échantillons X1, X2 de l'hydrolysat et en même temps on ajoute de l'orthotoluidine. Réactif plus substrat dans un produit coloré, et ce produit coloré va être lu au colorimètre et on obtient des densités optiques. La gamme d'étalonnage, il est connue, X1, X2 inconnu, par extrapolation on détermine les concentrations et on fait la moyenne. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va, c'est pas la peine, on va pas refaire le même TP, c'est-à-dire les mêmes étapes que tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous allez obtenir? Je vais vous montrer un échantillon. Alors c'est ce qu'on obtient après une gamme d'étalonnage, c'est-à-dire on prépare la gamme d'étalonnage, le blanc, X1, enfin le tube 1, tube 2, tube 3 et X1, X2. D'accord? Alors tout à l'heure, il y avait une couleur pourpre, c'est violet, c'est ça? Maintenant, vous voyez bien que vous avez une couleur qui est verte. D'accord? Selon la réaction qu'on utilise. Alors il ne faut pas oublier que dans le cours des glucides, on a vu que les sucres, l'action des acides, action faible, et acide faible et acide concentré. Les acides faibles permettent une hydrolyse, une récupération quantitative. Quand on fait les acides forts, comme c'est le cas par exemple, dans ce cas-là pour préparer la gamme d'étalonnage, on ajoute l'acide chlorhydrique, ça veut dire que vous avez un milieu acide très concentré. Madame Costa vous a expliqué qu'on passe d'un sucre, il y a une déshydratation, 3 molécules d'eau, et on obtient des produits, il y a des dérivés furaniques. Ces dérivés furaniques, ils sont très intéressants dans les dosages quantitatifs. Alors n'oubliez pas que dans le cours, on a vu, à cause des producteurs furaniques, on a les réactions de Vial, on a les réactions de Molich et on a les réactions de Sullivan. Ce sont des réactions qui nous permettent de faire des dosages identification et quantification, c'est-à-dire un dosage qualitatif et un dosage quantitatif. Alors on va attendre la réduction de la liqueur de feeling, si notre sucre est réducteur ou non réducteur. Alors voilà. Alors ici, le but est atteint, comme vous voyez. Ce qui est en bleu, c'est l'amidon, le temps zéro.
Et ce qui est en rouge brique, c'est le temps 30 minutes. On a passage d'un sucre non réducteur à un sucre qui est réducteur. Toutes les liaisons, ou bien tous les OH semés aldéhydiques ou bien anomériques sont bloqués dans l'amidon. Dans l'hydrolysat, vous avez les OH sont libres. Et c'est ce qui a permis le passage, c'est-à-dire c'est ce qui a permis la réduction de la liqueur de Fehling. La valeur de la densité optique pour pouvoir tracer la courbe d'étalonnage chez vous et de calculer les concentrations de glucose, et la même chose pour l'alanine. D'accord? Alors, merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah. On se verra pour le TD.